Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, je reçois le plus breton des écrivains, l'auteur des célèbres Noces barbares, prix Goncourt 1985, vous l'avez reconnu, Yann Kefelec. Et mon invité, j'en suis ravie. Bonjour Yann Kefelec. Bonjour Marie. Merci d'être de retour parmi nous sur KTO, puisqu'il y a 12 ans déjà, vous étiez interrogé par Emmanuel Dancourt. Tout à fait. Dans VIP. Donc merci d'être de retour avec nous sur KTO à l'occasion de la parution de votre dernier ouvrage, Suite armoricaine, au Cherche-Midi, écrit par vous et votre père. Donc un roman à deux voix, l'écrivain Henri Kefelec, dont on reparlera. Il s'agit de deux livres en fait qui se reflètent, qui se font face, celui de votre père en 1988 qui s'appelait Mémoire d'enfance et celui donc du fils vous-même, Miroir d'enfance. Avez-vous enfin traversé ce miroir d'enfance? Je n'ai jamais traversé aucun miroir de ma vie. Donc, ce qui m'a plu dans ce titre, Miroir d'enfance, c'est d'abord qu'il répondait au titre de mon père, Mémoire d'enfance, qui est plus ancien. Et lorsque l'éditeur m'a demandé si j'étais d'accord pour écrire un livre comme ça qui serait le reflet un peu du livre de mon père, tout en étant le reflet de ma propre histoire, de ma propre relation et avec lui et avec la Bretagne. C'est vrai que ce mot de reflet a fait tilt et que j'ai compris, si vous voulez, que les mémoires et les souvenirs sont avant tout des reflets, sont des choses un peu errantes que nous essayons de capter, que nous essayons de fixer, que nous essayons de replacer dans une histoire continue. D'ailleurs, c'est même pas la peine d'essayer de le faire. On n'y arrivera pas, ils se croisent, ils se chevauchent, ils s'épousent, ils se repoussent, ils se refusent. Mais il n'y a aucun doute qu'ils surgissent comme ça de ces miroirs en abîme que constitue le souvenir humain. Vous avez toujours eu une relation passionnelle avec ce père, Henri Kefelec. Vous avez tous les deux épousé la même vocation. Vous êtes tous les deux écrivains maritimes, mais aussi écrivains au sens large. Est-ce que 30 ans après sa mort, je crois qu'il est mort il y a une trentaine d'années. 92, oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes toujours en quête de cette reconnaissance qu'il ne vous avait pas donnée à l'époque? Mais totalement. Je serais, à mon avis, perpétuellement en quête de l'estime de mon père, de l'affection de mon père, d'une certaine forme d'intimité que je n'ai jamais eue avec lui. Et je ne l'ai pas trouvé d'ailleurs en écrivant ce livre. Simplement, j'ai mis en scène et j'ai tenté de raconter à la fois mes souvenirs de Bretagne, montrer ma famille telle qu'elle vivait sa Bretagne pendant les vacances et en dehors des vacances d'ailleurs, car la période parisienne de l'attente de Bretagne était très très forte chez nous, et montrer aussi ma relation avec mon père dans ce qu'elle a de beau, d'un peu triste, parce que j'ai quand même non seulement la conviction, mais la certitude de ne pas lui avoir inspiré grande affection. Une relation manquée? Je ne sais pas si c'est une relation manquée. Mon père avait une adoration, mais presque maternelle, pour mon frère aîné. Hervé. Son premier enfant, Hervé, exactement. Et c'est vrai qu'on sentait bien que mon frère aîné concentrait toute l'affection que mon père, comme ça, avait besoin de donner à sa progéniture. Donc, lorsque je suis né, le cadet, ensuite il y a eu ma sœur, mais c'était ma sœur Anne, la pianiste. Mais alors ma sœur Anne, c'était l'enfant de ma mère, tout en étant l'enfant de mon père. Et c'est par la suite, lorsque ma mère a disparu, que ma mère est devenue une espèce de divinité féminine à la maison. Qui est décédée en 1970 déjà. Quand nous étions encore enfants. Alors quant à moi, si vous voulez, j'étais celui qui s'était trompé de famille. Mon père m'a dit ça, tu t'es trompé de famille. Il m'a dit ça extrêmement jeune, et je me trompais de famille déjà pour une bonne et simple raison, c'est que la place était prise par mon frère aîné, que c'était l'inconvénient d'être né. Pour moi, j'étais là, donc il allait m'élever, il allait faire son devoir, il allait constituer le magnifique exemple qu'il a constitué pour moi, il allait m'impressionner, j'allais le trouver beau, j'allais l'aimer, etc., etc. Mais tout viendrait de moi. L'homme de ma vie, il allait être l'homme de ma vie, mais tout viendrait de moi et de lui. Et bien finalement, je n'obtiendrai que des reproches, qu'une certaine forme d'ironie, qu'un scepticisme dont un enfant n'a aucun besoin lorsqu'il vient au monde et qu'il a simplement envie d'être aimé par celui qui lui a donné la vie. Donner la vie est la même passion de la mère et de la littérature, des livres et de l'écriture.
Oui, mais je dois ça autant à ma mère qu'à mon père. Je dois dire, ma mère avait la passion des livres, avait la passion de la mer, avait la même passion que j'ai eue pour mon père, un peu supérieure, je dois dire. Mais, et pour l'écriture? Ma mère était un remarquable écrivain qui n'a jamais publié, sinon quelques nouvelles dans des revues, parce qu'elle était totalement dévouée à la carrière de mon père et à la réussite de mon père. Mais c'est elle qui a cru en moi, alors que mon père, lui, n'a jamais voulu entendre parler de ma vocation littéraire. Je dis ça avec un maximum de guillemets. Et lorsque ma mère a cru qu'il était temps de lui mettre entre les mains les premières écritures de son fils, lorsque j'avais 9 ans, lorsque j'avais 10 ans, mon père a commencé par les déchirer parce que ces écritures-là n'avaient pas leur place à la maison. Est-ce qu'il sentait qu'il allait être dépassé par vous? Non, vous avez tué le père d'une certaine façon avec ce prix Goncourt en 1985. Vous le dépeignez bien, en tout cas, dans L'homme de ma vie, notamment. Vous revenez aussi dans... Ça a été pour moi jour de rêve, le prix Goncourt, et jour de honte, parce que je sentais bien, plus le temps passait, quand j'ai su que j'avais le prix Goncourt, plus je savais que j'allais devoir l'annoncer à mon père, qui ne se manifestait absolument pas, et que lorsque j'allais lui annoncer que j'avais eu le prix Goncourt, j'allais m'en faire... une espèce d'ennemi, quoi. J'allais le trahir, le poignarder, le tuer, comme vous avez dit. Et ça n'a pas manqué. Je lui ai téléphoné de la cabine téléphonique la plus pourrie de la capitale, comme je le dis. Vous l'écrivez bien dans L'homme de ma vie, à côté du lycée Buffon, où j'avais eu l'honneur d'être cancre pendant un certain nombre d'années. Et là, j'ai eu un père, effectivement, dévasté par l'amertume et par quelque chose qui était pas très beau à entendre et qu'il m'a malheureusement dit de vive voix pendant quelques minutes. Et on le lit d'ailleurs, ce que vous faites dans la cabine téléphonique de rage. J'ai arraché le combiné de la cabine, comme l'aurait fait n'importe quel voyou à ma place. Mais je me suis effectivement dans un état de sauvagerie et une espèce de désespoir. Alors que je venais d'avoir le prix Goncourt. J'étais à la fois le plus heureux et le plus malheureux des hommes, moi. L'apothéose. Il n'a jamais lu? Il a lu 1 an plus tard Les Noces barbares, dont il n'osait même pas prononcer le titre, parce que ça devait lui retourner les sangs. Il appelait ça le livre, c'était le livre maudit. Donc au bout d'1 an, comme c'était un extraordinaire chrétien qui faisait son devoir, par devoir, je ne sais pas s'il a lu le livre, mais en tout cas il m'a téléphoné en me disant, j'ai dit le livre. Il m'a dit, j'ai lu le livre. Le livre, ça voulait dire ce livre maudit pour lequel tu as eu le prix Goncourt. Il m'a invité à déjeuner, à un moment où moi j'étais dans une espèce de contentement de moi extrême, en me croyant préservé comme ça de tous les cabotinages du prix Goncourt. Il a voulu m'inviter. À la fin du repas, il a sorti un petit chèque plié en 4 pour payer son repas. Il ne voulait surtout pas que l'argent du Goncourt puisse lui payer son déjeuner. Et il a déplié de la même manière un petit article qu'il avait obtenu dans Presse Océan pour son dernier roman, pour me le donner, pour me dire qu'il avait obtenu grand bien, qu'on disait grand bien. Et j'avais trouvé ça un tout petit peu triste, parce que c'était un moment où moi j'obtenais encore de pleines pages dans les journaux du monde entier pour ces fameuses Noces barbares. Et j'étais un peu sidéré de voir mon père comme ça attendre de moi des compliments, alors que moi j'en entendais de sa part, et même pas des compliments, mais quelque chose, c'est pas de l'ordre d'une déclaration d'amour, quoi. Oui, là il y avait beaucoup d'amertume, de jalousie. À la fin de sa vie, vous avez réussi à renouer ces liens? Oui, à la fin de sa vie. Enfin, si vous voulez, c'est trop facile quand on est un peu vieillissant, quand on est sur le déclin, d'apporter de l'affection à quelqu'un qui en attendait de vous lorsque vous étiez enfant. On ne peut pas rattraper les blessures de l'enfance, on ne peut pas cicatriser quelque chose qui n'est pas fermé depuis de si longues années. Donc, il n'était pas plus affectueux, mais alors il me disait du genre, avec un enfant, il ne faut jamais rompre le lien ni rompre la communication. Je n'ai jamais obtenu aucun lien avec lui, ni aucune communication avec lui. Donc ça me faisait un tout petit peu, quand je trouvais ça un peu pathétique, cette espèce de déclaration de paternité tardive de sa part. Mais enfin bon, à part ça, c'était un homme admirable, et vraiment. Et je peux dire pourquoi il était admirable. D'ailleurs, c'était un intellectuel de plein vent. C'était un homme qui parlait un français comme ça, d'une beauté cristalline, quoi. Et pas que. Et pas français, il parlait grec, latin, hébreu, tout ça. Pas breton. Pas breton, personne ne parle breton. Il ne pas parler breton, et il faisait semblant de parler de breton, d'ailleurs, parce qu'il voulait se faire passer pour le breton de base. Vous chantez en breton. Lui aussi, il chantait en breton, d'ailleurs. Mais je pense que je connaissais plus de cantiques bretons qu'il n'en connaissait lui-même, parce que j'avais eu la chance de devenir enfant de chœur grâce à une de mes tantes qui faisait chanter la messe en breton à la berre Île-d'Ut, le village de vacances des Quai-Fellec. Donc, on le disait, une ode à la Bretagne, une ode au Quai-Fellec aussi.
Kéfel, ça vient de Kéfal, cheval. Hein, Kéfel, en vieux celte, effectivement, ça veut dire cheval, tout à fait. On entend aussi... parlons un peu de religion, parce qu'on est sur KTO. Et elle traverse aussi vos ouvrages, à l'un et à l'autre, peut-être plus du côté de votre père, forcément, qui a été béni, baptisé avec un peu de sel dans la bouche. Il écrit bien... C'est admirable, la manière dont il écrit son baptême. C'est vrai que c'est de toute beauté. En plus, mon père avait la vocation. Mon père n'avait pas connu son père. Et je pense qu'il essayait de retrouver dans Dieu le Père une image paternelle qui lui faisait défaut et qu'il a été incapable de représenter à mes yeux lorsqu'il a eu des enfants. Il l'a représenté aux yeux de mon frère aîné, de ma sœur, de moi non, et de mon jeune frère. Draghi, je ne sais pas, il faudrait lui demander à lui ce qu'il en pense, mais cette vocation religieuse... Lui aussi, pardon. Non, je vous en prie. Non, parce que vous parlez de Tanguy. Religieuse, Sa vocation religieuse était déterminante, si vous voulez, dans cette famille Kéfélec, parce que mon père s'était marié ayant rencontré ma mère, ayant rencontré la tentation. Mais finalement, il y avait quand même chez lui un tout petit regret de ne pas être devenu prêtre. Et dans sa morale d'être humain, il y avait avant tout une morale chrétienne, comme ça, qui partageait le bien et le mal entre le péché et la bonne action. Donc, dans cette famille, soit dans notre famille, soit vous naissiez pécheur, soit vous naissiez innocent. Moi, je suis né pécheur, ma sœur est née innocente, mon frère aîné Hervé est né innocent. Moi, je n'ai jamais pu me débarrasser, si vous voulez, de cette espèce de vernis de péché dont mon père m'a recouvert très très vite. Et encore aujourd'hui, vous voyez, pour un oui ou pour un non, je me sens coupable de quelque chose, à tort et à travers. Je vous propose de passer à notre deuxième partie d'émission, chère Yann Kéfélec. C'est la partie où je m'éclipse et je vais vous proposer 4 mots. À vous de nous les éclairer, de nous les commenter. Avec joie. À tout de suite. À tout de suite. Yann Kéfélec, voici la deuxième partie avec des mots que je vous propose. Et voici le premier mot, attendu, j'imagine. J'ai hésité entre le mot Bretagne, marine. Finalement, ce sera le mot mer. J'ai hésité avec thalassa aussi en grec. Le mot mer, tout simplement, qui vous évoque tellement de choses. C'est à moi ? Oui. C'est peut-être le plus beau mot que je connaisse, c'est même certainement le plus beau mot que je connaisse, car c'est un mot qui dit à la fois la mer, M-E-R, et la mer, M-E accent grave R-E. C'est le mot matriciel, c'est le mot qui porte le genre humain, c'est le mot qui porte chacun d'entre nous, c'est le mot sur lequel on peut rêver indéfiniment. C'est peut-être le mot qui m'a donné envie de faire le tour du monde lorsque j'ai perdu ma mère, parce que probablement j'espérais de manière inconsciente la retrouver autour de la mer, ce que je n'ai pas réussi, bien évidemment. Et en plus, c'est un mot tragique aujourd'hui, car la mer est en grave difficulté, comme vous le savez. À la fois, elle continue d'incarner cette espèce de beauté extrêmement mystérieuse du fini dans l'infini, donc elle nous interroge constamment sur notre destinée, sur ce que nous sommes, sur notre avenir, après la mort et pendant la vie. Et en même temps, c'est un élément qui est malade, qui est en difficulté, parce que l'homme l'a mis en grande souffrance. Et voilà, c'est aussi l'un des plus beaux mots de la littérature, car de grandes œuvres se sont écrites grâce à la mer, dont Moby Dick de Melville et Victor Hugo a écrit cet ouvrage que personne ne connaît, enfin quelques personnes tout de même, j'espère, Philosophie, qui est un livre où il décrit la mer comme personne ne l'a fait, à une époque où pourtant on ne l'avait pas visité, exploré comme on sait le faire aujourd'hui. On a l'impression qu'il a un scaphandrier pour écrire ce texte philosophique, qui est un texte océanique et en même temps sur l'humanité, sur son origine, sur ce qu'elle deviendra. C'est extraordinaire. Cette mère qui relie aussi père et fils, Henri et Yann, vous êtes tous les deux écrivains de marine. Mon père était académicien de marine. Même académicien, pardon. Je suis écrivain de marine. Je suis désolé parce que c'est... Un royaume sous la mer. Le recteur de l'île de Sein, ce sont des œuvres de votre père. Et vous-même aussi, vous avez écrit sur la mer, Les oubliés d'Ivan, les dictionnaires amoureux de la mer, de la Bretagne. La mer et au-delà.
Oui, mais je me sens moins dans la peau d'un écrivain de marine que n'a dû le sentir mon père, qui est véritablement l'écrivain de la mer, qui était l'écrivain de la Bretagne au bord de la mer. Il a été élevé au bord de la mer. Il n'a cessé d'être le chantre des métiers de la mer et de l'être de manière universelle, parce qu'on oublie de le dire. On croit que l'on limite la mer en disant c'est un écrivain maritime. Pas du tout. La mer est un élément universel qui porte aux rêves les plus subtils de la condition humaine. Et de son point de vue, mon père est un grand écrivain de la mer et de l'univers. Ce que moi j'ai écrit sur la mer parce que j'adorais la mer, parce que j'ai beaucoup navigué et que j'ai eu envie de faire le tour du monde en pleine mer, mais j'ai aussi été un écrivain de la ville, et je le suis toujours, un écrivain du monde social, de notre époque, dans ses difficultés et dans ses nouveaux enjeux. Oui, je suis un romancier à la fois de la mer et du sol. Mais pour vous, la mer est bretonne. Vous l'avez cité, mais pas que. Non, la mer n'est pas que bretonne. Il n'y a pas un breton qui vous dira ça. D'ailleurs, les bretons ont tellement navigué. Il y a des odeurs autres en Bretagne. Elle est plus iodée. Non, mais elle n'est pas plus iodée. Elle est iodée, d'abord. Elle est iodée. Et c'est vrai que pour le breton... Les centaures sont plus fortes. C'est extraordinaire, l'iode, c'est vrai, mais les marins bretons sont extraordinairement respectueux de toute la mer et de toutes les mers, et toutes les mers n'en forment qu'une d'ailleurs autour du monde. La Méditerranée est une mer de toute beauté, la mer du Nord est une mer de toute beauté, la mer de Timor est la mer de Russell, etc., l'océan glacial, l'Antarctique, tout ça, toutes ces mers-là sont des mers absolument extraordinaires qui ne constituent qu'une seule et même goutte d'eau où nous parvenons à émerger sous forme de continent. Mais l'eau est constamment là pour nous. Et pour revenir sur la mer, votre mère, M-E-R-E, il y a une belle phrase, il y en a plusieurs, énormément dans votre livre. « Plus ma mère n'est pas là, plus mon père me manque. C'est lui mon phare. J'aimerais bien qu'il s'allume pour moi. » C'est pas mal. J'ai oublié. Plus ma mère n'est pas là, plus mon père me manque. Cette mère, c'est aussi celle qui reliait le père au fils ? Qui essayait de relier le père au fils. J'utilisais ma mère comme une espèce d'ambassadeur auprès de mon père. Je disais, va demander à papa pourquoi il a si peu d'intérêt pour moi. Et elle s'acquittait de cette tâche avec beaucoup de bonne volonté. Il faut croire que ma mère était bien consciente que mon père n'était pas très très affectueux avec son fils cadet. Donc elle allait lui parler. Quelques jours plus tard, je lui demandais, est-ce que tu as pu parler à papa ? Elle me disait, avec un tout petit peu gênée, elle me disait « Oui, mais vous êtes tellement différents. » Et je ne comprenais pas très bien ce que cela voulait dire, que nous sommes tellement différents. J'essayais de comprendre quelle différence de ma part faisait, ou de la sienne d'ailleurs, faisait que nous ne pouvions pas nous entendre. Et je me demande si ma mère n'avait pas tort d'ailleurs, parce que je finis par ressentir à la longue que je ne suis pas non plus sans ressembler à mon père. J'aime la mer, j'aime la littérature par-dessus tout. J'essaie d'aller le plus loin possible dans l'expression du monde et du drame de la vie par les mots, et de l'humour des choses également par les mots. Tout ce que mon père essayait de faire, je tente de le faire aujourd'hui. Votre mère, votre maman Yvonne, que vous évoquez notamment dans vos très beaux livres « Ma première femme » et « Le piano de ma mère ». Est-ce que vous avez un livre préféré parmi les dizaines d'ouvrages écrits? C'est pas une... Vous en êtes à combien aujourd'hui, Yann Kefelec? Alors, je vais vous dire, j'en ai beaucoup trop écrit, mais ce trop me comble et j'ai l'impression de recommencer, mon expérience d'écriture chaque fois et ma traversée de l'écriture et du miroir de l'écriture chaque fois que je prends mon stylo le matin à 6 heures et que je m'attelle à ma narration du jour. Ah, ça tombe bien. On va passer au deuxième mot. Vous me permettez de faire une transition? Bien sûr, vous êtes plus facile. Regardez ce deuxième mot. Vous parlez de stylo. Waterman. Alors le Waterman, c'est le stylo de mon père, le Waterman des années 40. Mais c'est pas le vôtre. Non, c'est pas le bon. Non, moi c'est le Mitsubishi. C'est le Waterman des années 40. Donc j'ai eu la chance, un jour, mon père a becqueté sa plume. Donc j'ai pu m'emparer dans le tiroir de l'entrée d'un stylo, comme ça qu'il avait mis au rebut. Et j'ai même essayé d'écrire avec l'encre becquetée de son stylo, imaginant que la magie allait s'opérer et que j'allais écrire aussi bien que mon père, comme ça, en utilisant un stylo dont lui-même ne se servait plus. Ça, c'est vous dire le fétichisme
fétichisme comme ça qui s'exerçait chez moi lorsque j'étais devant les affaires de mon père. J'allais même rechercher les cartouches de verre de ces stylos Waterman dans sa corbeille à papier que j'avais l'honneur de pouvoir vider de temps en temps, de pouvoir descendre à la poubelle, là, de 6 étages plus bas. Donc je m'emparais des cartouches de verre et je les rapportais, je les mettais dans mes propres affaires. Et petit à petit, comme ça, je me constituais tout un petit lot d'affaires ayant appartenu à mon père qu'il ne touchait plus. Et vous-même, quel est votre stylo, votre moyen d'écriture? Alors moi, j'écris à la main sur des cahiers chinois fabriqués par des femmes sur les berges du fleuve Amour, dans la plus vieille papeterie de Chine. Donc ce sont des cahiers qui ont pour particularité de n'être la page n'est pas tout à fait blanche, le papier n'est pas tout à fait lisse, et il y a une retenue comme ça de l'écriture sur la page et sur le papier qui probablement correspond à ce qu'on pourrait appeler la littérature. Je dis ça entre guillemets parce qu'on ne sait jamais si on fait de la littérature, mais si la trouvaille littéraire se fait, c'est dans cette espèce de décalage qu'il y a entre la vitesse de la pensée et la vitesse du stylo sur la page. À telle enseigne que si j'écris au stylo-bille sur un papier complètement lisse, évidemment, ma phrase part dans tous les sens, le rythme ne se fait pas dans ma tête et je suis obligé de raturer purement et simplement ce que j'ai écrit. Vous écrivez toujours à la main? J'écris toujours à la main, Jamais d'ordinateur? J'écris, non, je corrige à l'ordinateur. J'écris à la main. Ensuite, les choses se retrouvent sous forme de dactylogramme qui apparaît à l'ordinateur. Et à ce moment-là, je porte des corrections à l'ordinateur. Mais si je dois revenir sur une phrase, je m'empare immédiatement de mon cahier chinois, de mon Mitsubishi à voix moyenne 0,9 mm, et j'écris. Et écrire à la main, c'est un pléonasme, hein, j'écris. On entend cette expérience quasi charnelle. Totalement, c'est complètement charnel. Que vous vivez avec l'écriture. C'est une expérience charnelle. Le papier a une odeur, le stylo a une consistance. J'ai besoin comme ça d'écouter le bruit de la page lorsque je les tourne, de déchirer mes pages parce qu'elles sont en 3 morceaux. Mes feuilles dans mon cahier chinois, tout cela comme ça me rassure. Et c'est vrai que le contact des mains avec le papier et avec le stylo crée une énergie comme ça qui est profitable à votre manière d'écrire et de croire à ce que vous êtes en train de faire, car il faut aussi avoir la foi dans la suite de son écriture. C'est un doute permanent, l'écriture. Une écriture que vous avez commencé à pratiquer dès quel âge? Tout jeune, tout minot? Dès que j'ai été en âge de pouvoir écrire quelque chose comme ça qui pourrait faire briller les yeux de ma mère lorsqu'elle lirait ce que j'écrivais, dès ce moment-là, oui, j'ai commencé à écrire pour ma mère, c'est vrai, parce que je voyais ma mère tellement émerveillée par ce que mon père écrivait que je me disais, mais s'il suffit comme ça d'avoir une feuille de papier et un stylo pour voir les yeux d'une femme devenir aussi beaux comme ça, aussi brillants, mais voilà, c'est là est ma vocation, là est ma voix. Vous avez commencé à écrire pour votre mère, mais vous avez publié, malheureusement, après sa disparition. 11 ans après, pour le premier livre, sur Béla Bartók d'ailleurs, et puis ensuite Le Charme Noir, et bien sûr, Les Noces barbares. Oui, alors je n'ose imaginer le bonheur de ma mère si je lui avais apporté mon prix Goncourt. Ça, je dois dire, que ma mère, elle aurait été, mais ça aurait été, parce que ma mère était une enthousiaste. Ma mère ne cessait comme ça de s'émerveiller devant mes écritures d'enfant, puis de tout jeune homme, puis d'adolescent. Comme ça, elle était en extase. Comme ça, elle faisait tourner, d'ailleurs circuler mes écritures, en disant, vous vous rendez compte ce qu'il écrit, mais c'est extraordinaire. Elle était magnifique, ma mère. Elle m'a donné confiance en moi, ça, aucun doute. Malheureusement, elle a voulu montrer à mon père ce que j'écrivais. Et alors lui, il n'a pas été très bon public pour les travaux d'écriture de son fils. Mais ma mère était d'une générosité incroyable à l'égard de mon écriture. Et lorsqu'elle est partie, je me suis dit que je lui devais de devenir écrivain parce qu'elle m'avait dit, mais un jour, tu feras des merveilles comme ça quand tu... Elle était... Oui. Et elle a eu raison? Je ne sais pas si elle a eu raison, mais en tout cas, je pense qu'elle aurait aimé Les Noces barbares, oui, c'est vrai. Et même le Charme Noir, c'est vrai. Et même ce que j'écris maintenant. Je me rappelle, elle était mon maître à penser, mon maître à écrire. C'est elle qui me disait, lorsque tu écris,
utilise uniquement tes 5 sens, écris ce que tu vois, ce que tu écoutes, etc. Et elle a complètement raison. Lorsqu'on fait attention comme ça à la sensibilité des choses que l'on veut mettre en scène sur une page, on n'a aucun risque de se tromper. Ça, on ressent bien que tous vos 5 sens sont en ébullition lorsque vous écrivez. Votre père aussi, d'ailleurs. Tout à fait. Pour revenir sur la Bretagne, s'il y avait une Madeleine de Proust plus intense à garder, ce serait laquelle? Quelle odeur, quelle saveur, quel goût? Alors, aucun doute, l'odeur de ma nourrice bretonne dans le jardin de l'Abeille-le-Duc, au bord de la mer, lorsque la mer montait et que l'air se chargeait, j'étais tout petit, hein, mais c'est un souvenir très clair, très, très net chez moi, que l'air se chargeait comme ça d'un effluve qui est à la fois un effluve océanique, un effluve féminin, transpiration d'ailleurs, et sucre mélangé. Et puis l'odeur de la personne, tout simplement. Donc cette Bretagne extrêmement féminine a eu une odeur à la fois de mer et de mer lorsque j'étais tout petit. On revient à la mer, toujours. De toute façon, le mot, c'est Waterman. C'est l'homme de la mer. En d'autres mots. Waterman, tout à fait, vous avez raison, l'homme de la mer. C'est vrai. Peut-être que mon père n'a pas été insensible, d'ailleurs, à ce nom. Vous ne le savez pas? Non, je ne le sais pas, mais c'est vrai qu'il n'écrivait qu'avec des stylos Waterman, donc il devait sûrement y penser. Et il vous sait gré aujourd'hui d'y faire allusion. Il y a eu beaucoup de psychanalyse dans la famille? Ah non. On ne croyait absolument pas à la psychanalyse dans la famille, mais je pense que c'était une bonne chose, parce que si on avait plongé dans la psychanalyse, on n'en serait jamais ressorti, j'imagine. Je vous propose mon 3e mot. Oh, c'est un mot... Bon, allez, je vous le montre. Le mot piano, forcément. Il y a toujours eu des pianos chez les Kefelec. Extraordinaire. Le piano de ma mère, le piano de votre sœur. Et le piano de mon père. Et le piano de votre père. Le mot piano, c'est presque aussi, comment dire, le mot stylo, le mot piano et le mot mère, ces 3 mots sont à mettre sur un pied d'égalité dans la famille. Je suis né en écoutant le piano de ma mère, en écoutant le piano de mon père, un improvisateur de génie. On avait l'impression d'avoir Brahms à la maison lorsqu'il voulait bien se mettre au piano. Mais lorsqu'il sentait que quelqu'un des siens l'écoutait, l'admirait au piano, il refermait immédiatement le piano parce que c'était un homme incroyablement modeste et orgueilleux en même temps. Et alors bon, le piano de ma mère me jouait du piano et comme ça me faisait pleurer le piano, je trouvais ça tellement beau que j'en pleurais. Ma mère s'enfermait à clé avec moi pour me chanter une chanson qu'elle avait inventée presque pour me tirer des larmes, pour voir jusqu'où j'irais dans l'émotion en l'écoutant jouer du piano. Donc le piano de ma mère, c'est par lui que j'ai commencé à aimer la musique. Ensuite, très vite, est venu le piano de ma sœur. Alors le piano de ma sœur, je suis toujours en émerveillement lorsque ma sœur se met au piano. Je suis absolument sûr qu'elle a une grâce unique et particulière lorsqu'elle crée de la musique. Elle est à la fois interprète et créatrice comme ça d'un monde sonore d'une extraordinaire simplicité et profondeur. D'ailleurs, je vais m'arrêter là parce que quand on commence à vouloir analyser ces sensations musicales, on s'égare. Non, continuez. Partagez. Votre sœur, son fils aussi, votre neveu, Gaspard Dehaene. Gaspard, il est formidable, lui, parce que non seulement il a été un grand tennisman, vous voyez, mais il a réussi, de tennisman qu'il était, à devenir un grand pianiste. Ça, c'est tout de même extrêmement fort. C'est-à-dire, ses mains, comme ça, qui sont des mains fortes et très musclées de tennisman, sont devenues des mains extraordinairement gracieuses, comme ça, d'un pianiste magnifique qu'il est, et qui n'a pas fini, d'ailleurs, de tenir ses promesses, parce qu'on voit bien qu'il va aller de plus en plus loin dans l'interprétation et dans la création au piano lui aussi. Et il y a bien sûr également votre ex-femme, Brigitte Engerer. Ça a été, ça a été une expérience prodigieuse pour moi d'être marié avec cette grande pianiste avec qui j'ai fait le tour du monde. Je dis même quelquefois que j'ai fait le tour du monde en piano. Je ne l'ai pas fait en bateau, mais je l'ai fait en piano. Avec elle, j'ai écrit la fin des Noces barbares dans les coulisses du Carnegie Hall où elle allait jouer pour la première fois. Donc ça, c'est vrai que ce sont des souvenirs fantastiques. Et en même temps, j'étais en admiration devant le son musical de Brigitte, qui avait été élevée à l'école russe, au conservatoire de Moscou. C'est une manière très, très particulière, comme ça, de recréer le son sur un clavier. Malheureusement, elle est partie beaucoup trop jeune, mais son piano reste parce qu'on continue de l'admirer et on continue de l'écouter.
C'est sûr. Et vous, cet instrument, vous l'avez pratiqué? Vous avez joué au piano? Je l'ai massacré, moi, ce piano. Je l'ai massacré. J'aurais aimé, j'aurais adoré être pianiste. Mais voilà, vous avez essayé? Vous savez, j'admire vraiment les pianistes et j'admire les interprètes, ceux qui sont interprètes avant de devenir créateurs de musique avec leur instrument. Mais l'apprentissage d'un instrument de musique, mais c'est quelque chose de terrible pour un enfant. Il n'a qu'une envie, c'est de savoir avant d'apprendre. Et la lenteur de l'apprentissage et le courage qu'il faut comme ça pour franchir toutes les étapes de cet apprentissage, avant que l'interprétation vous fasse plaisir et surtout fasse plaisir aux autres, tout cela demande un temps considérable. Donc moi j'ai eu la flemme d'attendre aussi longtemps. Je me suis contenté d'admirer le talent des autres, celui de ma mère, de mon père et de ma sœur. Et c'est vrai que de ce point de vue, et de mon frère aîné, d'ailleurs, il ne faut pas que je l'oublie, mon frère aîné jouait aussi du piano. Et si, voilà, il n'était pas devenu mathématicien, parce qu'à ce moment-là, les garçons devaient se destiner à un vrai métier. Donc voilà, si mon frère n'était pas allé vers les maths, où il a d'ailleurs brillé d'une manière incroyable, parce qu'il est devenu inventeur de thèmes, voilà, de théorèmes. Il a créé des théorèmes à son nom, c'est quand même inouï. Mais mon frère avait aussi un véritable don pour le piano, il aurait pu devenir un grand pianiste. Et vous êtes devenu un grand écrivain. Quid de l'apprentissage de l'écriture? J'ai tout appris à l'université de mon père. Mais alors tout, absolument tout, y compris à l'université de ma mère. Mais alors lui, si vous voulez, ce qui était étonnant, c'est que c'était une anthologie vivante. Il n'arrête à la fois une anthologie vivante sur le plan littéraire, mais sur le plan historique. C'est-à-dire, il parlait de l'histoire du monde, de l'histoire de politique, de l'histoire de France. Il récitait des poèmes. Il expliquait pourquoi telle phrase était bien écrite, pourquoi tel autre type de phrase était, voilà, ça n'allait pas sur le papier, l'usage qu'il fallait faire de l'adjectif, du substantif, pourquoi il fallait commencer sa phrase comme ci et pas comme ça. C'était incroyable de l'écouter parler, mon père. Et il avait été prof dans sa jeunesse. Et en même temps, il n'y avait jamais rien de pédant chez lui. Il le faisait parce que ça lui faisait infiniment plaisir de parler de ce qu'il aimait et de partager ce qu'il aimait avec les siens, sans même se rendre compte, comme ça, qu'il y avait les grandes oreilles décollées de son fils cadet qui allait à la pêche comme ça aux informations et qui en faisait son miel intérieurement. Petit frère, c'était votre surnom. C'était mon surnom avant la naissance de mon frère de Tanguy. L'autre. Et je garde un très bon souvenir de la période où j'étais un petit frère. Vous reparlez de votre père. Dans la précédente émission ici sur KTO, vous disiez que son écriture était à l'égal de celle de Chateaubriand et de Victor Hugo. Bel hommage. Mais sans aucun doute. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous voulez, les choses vont tellement vite. Il y a tellement d'écrivains, il y a tellement de sollicitations de mille et une sortes comme ça pour occuper l'esprit humain on oublie comme ça que les grands écrivains sont là et qu'on ne les lit plus. Mais si on ouvre un livre de mon père, un livre de nouvelles de mon père, ou un roman de mon père, on s'aperçoit qu'il est l'héritier de Tchekhov, de Victor Hugo, de Chateaubriand. Il n'est pas les trois ensemble, bien entendu. Il est Henri Queffélec à part entière, et il a sa voix bien particulière de breton et de français qu'il est. Mais en même temps, on n'a pas du tout l'impression qu'il y a le moindre démérite par rapport à ces grands aînés que sont Victor Hugo, Tchekhov, Chateaubriand, Edgar Poe ou celui dont j'oublie le nom, mais ce n'est pas grave, il nous entend. Vous-même, vous avez été nourri de quelle littérature ? Moi, je me suis nourri à la fois de la littérature classique, que me recommandait mon père, et comme j'avais envie aussi de suivre ma propre voie, je me suis nourri d'une littérature beaucoup plus contemporaine, de tous les grands écrivains contemporains de mon époque, et de tous les grands auteurs étrangers. J'adore encore aujourd'hui les grands romanciers étrangers. C'est aucun doute, je suis en extase devant un romancier comme John Irving et je ne comprends pas qu'il ne soit pas lu à l'égal des plus grands romanciers. Il l'est, on l'admire, mais il n'a pas la place qu'il devrait occuper. Comme un roman comme l'œuvre de Dieu, la part du diable, c'est incroyable d'avoir pu écrire un roman pareil. Ou Prière pour Owen. Les écrivains britanniques comme Jonathan Coe, ce sont des monstres sacrés de simplicité, d'imagination et de générosité. C'est tout ce que... Et alors, ils ont cette chose extraordinaire qui avait été dite par Céline, pour laquelle je n'ai pas grande admiration, mais il a tout de même dit cette phrase inouïe. Un écrivain, un romancier, c'est quelqu'un qui vous chuchote à l'oreille. Et lorsque je sens que quelqu'un me chuchote à l'oreille et que sa voix, comme ça, me donne des frissons, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de l'écouter. Ça devrait être le cas de tous les écrivains.
Est-ce que vous écrivez en musique, avec le piano à côté? J'ai essayé d'écrire en musique parce que la musique me bouleverse et je me disais si je suis bouleversé, je ne peux qu'écrire de belles choses. Or, c'est une erreur parce qu'à ce moment-là, on écrit uniquement des choses larmoyantes, comme ça, des choses mélodramatiques, et ce sont des scènes mélodramatiques qui viennent sous la plume, c'est totalement impossible. Ce n'est pas à la musique et à la sensibilité comme ça du grand compositeur et du grand interprète que vous écoutez, ce n'est pas à eux, évidemment, d'orienter votre propre inspiration. Donc je n'écris plus jamais en musique. En revanche, j'écoute de la musique tout le temps. Béla Bartók, votre premier essai. Pourquoi Béla Bartók? Lorsque j'avais, je sais pas, 11 ans, 12 ans, un petit ami de ma sœur m'a joué Béla Bartók, l'Allegro Barbaro sur le piano familial et j'en ai eu des frissons, l'Allegro Barbaro. J'ai eu l'impression de me reconnaître que cette musique dressait mon portrait, ou en tout cas dressait le portrait de l'artiste que j'avais déjà envie de devenir. Donc je me suis mis à écouter l'Allegro Barbaro non-stop, comme on écoute une chanson, comme on écoutait les chansons des Beatles, comme ça, jusqu'à l'écœurement à cette époque-là. J'aimais beaucoup les Beatles aussi d'ailleurs. Et ensuite, je me suis passionné pour l'œuvre de Béla Bartók, puis pour l'homme qui avait été Béla Bartók, et j'ai découvert une espèce de rebelle comme je l'étais, à la fois quelqu'un qui était très apprécié par les autres, et en même temps qui créait une espèce de gêne sur son passage, parce que tellement son écriture musicale était novatrice, et son souci de ne pas être comme tout le monde présent dans toutes ses œuvres. Je me suis senti, une dette envers Béla Bartók lorsque j'ai commencé à écrire. Et comme je n'avais pas envie que mon premier roman soit entaché comme ça de tous les défauts qui marquent souvent les premiers romans, j'ai écrit une biographie de Béla Bartók pour que cette biographie veuille bien comme ça me débarrasser de tous les défauts comme ça d'un premier texte. Et j'en demande pardon à Bartók qui a essuyé les plâtres de mes premières écritures. Et vous vous projetiez un peu dedans, donc. Vous ressemblez complètement. Je m'étais totalement identifié à Béla Bartók, mais ouais. Je voyais très très bien ce qu'il éprouvait lorsqu'il écrivait, cette envie à la fois de conquérir un public, de le choquer un tout petit peu et de l'enthousiasmer dans une direction comme ça que lui seul connaissait. Quatrième mot, Chériane Kefelec. Quatrième mot, classique ici, la foi. La foi. Ça, c'est un mot qui me fait soupirer parce que... L'écriture est fruit d'une solitude acharnée comme la foi. C'est ce que vous écrivez. Ben oui, c'est pas mal, hein, c'est vrai. L'écriture est le fruit d'une solitude. C'est pas mal quand vous vous entendez. Non, mais j'aime vos phrases sont très belles. Dieu vous entende, Dieu vous entende. La foi, c'est, il y avait chez mon père une telle foi. Et j'avais un tel désir de l'imiter, de lui ressembler lorsque j'étais enfant que, j'ai eu la foi un peu par mimétisme. Au départ, j'étais sûr que j'avais la foi, mais en fait, j'avais foi en mon père, j'avais foi dans ma famille, j'avais foi dans toutes les valeurs comme ça qu'incarnait ma famille. Mon père, ma mère me disait « aime et fais ce que tu veux », qui était une phrase de Saint-Augustin. Ma mère me reliait à Saint-Augustin, qui me reliait à Dieu, qui me reliait à la foi. Tout cela donc me comblait, me charmait. Ensuite, elle me disait, mon père me disait, non, il me disait pas la même chose, lui. Il lui sera beaucoup pardonné parce qu'il aura beaucoup aimé. Je me disais, bon, ça va, donc je retrouverai grâce aux yeux de Dieu le Père, parce que j'aurais énormément aimé cette vie qui m'a été donnée par mes parents. Donc, et alors, tout cela, j'ai fini par réfléchir à toutes ces notions-là. On a tort de réfléchir. J'aime bien, je ne sais plus dans quel passage de la Bible, il est dit, il faut croire avec l'esprit d'un petit enfant qui ne comprend pas ce à quoi il croit, mais il croit comme un enfant. Et ça, évidemment, j'ai cessé d'être un enfant, j'ai commencé à mettre de la raison dans tout ça, à me poser des questions, à mettre en doute un certain nombre de choses. Et quand on met en doute un certain nombre de choses, évidemment, le doute s'engouffre dans cette brèche. Et quelquefois, encore une fois, la foi est emportée dans ce torrent comme ça de l'incertitude. Donc je suis dans une espèce d'alternative où je trouve quand même étrange cette absence systématique de
Dieu auprès des hommes. Alors on a l'impression que c'est toujours plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Donc ce plus tard est évidemment très facile à contester. On dira oui, mais pour Dieu, 1000 ans, 2000 ans, 1 million d'années, ça n'est rien. Est-ce que ça n'est pas un peu trop facile lorsque cette humanité se débat dans les souffrances les plus abominables, tout simplement parce qu'elle est née, et lorsqu'on lui demande d'aimer par-dessus tout ce Dieu comme ça, qui le voue tout de même au doute et à la souffrance, et à la foi éventuellement. Donc j'ai la foi par moment. J'ai foi dans la vie. Je crois à la divinité de la vie. Ça, aucun doute. Je trouve la vie incroyablement mystérieuse. Et ce mystère suffit, à rassasier chez moi le besoin de Dieu. J'ai beaucoup plus de mal avec ces écritures que je trouve extrêmement directives et qui m'orientent comme ça vers un Dieu, pour moi, si peu présent. En revanche, le mystère de la vie, le mystère de la vie est extrêmement ancré comme ça dans ma pensée. Et ce mystère de ma vie me fait rêver effectivement d'une après-vie, d'une suite. Je ne suis pas certain, j'ai beaucoup de mal avec la réincarnation, mais alors un mal fou avec la réincarnation. Mais en revanche, si la vie de l'esprit pouvait se poursuivre après la disparition du corps, je serais satisfait. Surtout si c'est la volonté de Dieu, parce que s'il existe Dieu, je ne peux pas croire qu'il ait tort lorsque nous ne sommes plus présents physiquement sur sa planète. J'entends quand même que plus vous vieillissez, plus vous doutez. Je ne vieillis pas. Alors, c'est un mot. Non, mais plus vous grandissez, plus vous mûrissez. Oui. Le mot vieillesse, c'est un mot terrible parce que, au contraire, moi je pense que la jeunesse est un état d'esprit que l'on acquiert avec l'expérience. J'ai de plus en plus d'expérience. J'ai l'impression que j'ai un regard, au contraire, de plus en plus juvénile, de plus en plus juste sur l'ordre des choses, que mon regard voit de plus en plus loin en arrière et donc, voyant de plus en plus loin en arrière, s'approprie plus facilement l'avenir qu'il ne le faisait autrefois. La vieillesse, c'est quelque chose quand même qui ratatine l'univers. Et au contraire, j'ai l'impression que mon univers est beaucoup plus ouvert, que le compas est beaucoup plus ouvert sur le mystère des choses qu'il ne l'était lorsque j'étais enfant. D'où le doute. D'où le doute, absolument, d'où le doute. Mais le doute n'a pas forcément tous les torts non plus. Hein. Non. Car vous avez été élevé dans la religion catholique. Déjà dans le 15e, 14e où vous viviez, vous alliez à l'école paroissiale, vous alliez à l'église Saint-Dominique de Montrouge. Tout à fait, à Saint-Pierre de Montrouge et à Saint-Dominique, oui, tout à fait. Et puis en Bretagne aussi, ça se poursuivait. Et j'étais enfant de chœur. Vous étiez enfant de chœur, vous alliez à la confesse. Alors, il y a des propos sur le péché qui sont assez amusants. Vous écrivez, c'est un vieux dada catholique. Le péché ? Oui. Mon père, le mot péché, mon père avait adoré le mot péché. Il disait, voilà, là tu as péché. Et alors, il y avait 2 types de péchés, le péché véniel et le péché mortel. Donc ça, évidemment, on crée une peur terrible chez l'enfant lorsqu'on lui parle du péché véniel, qui est un péché comme ça qu'il peut racheter facilement en demandant pardon, en s'excusant, etc. Et puis ce péché mortel qui l'oblige à aller se confesser, parce que c'est uniquement par la parole d'un prêtre qui lui donne l'absolution que l'on peut se débarrasser de ce péché dit mortel. C'est quand même terrible, un péché mortel. C'est-à-dire que vous tuez votre âme lorsque vous êtes en état de péché mortel. Vous vous interdisez l'éternité. Vous n'êtes plus digne aux yeux de Dieu lorsque vous êtes en état de péché mortel, donc vous n'êtes plus digne de vivre. Je trouve ça effrayant, cette notion de péché mortel. Alors que pour Dieu, à mon avis, aucun péché n'est mortel. Tout péché trouve éventuellement grâce aux yeux du Père. Vous en parlez bien dans votre livre de ce péché vieux dada catho. Votre père avait un saint patron fétiche, Saint François d'Assise, n'est-ce pas ? Il a écrit un livre sur lui, Le jongleur de Dieu. Tout à fait, Saint François d'Assise, le jongleur de Dieu, c'est-à-dire ce saint qui savait jongler avec des oranges, avec des fruits, qui pour remercier la Vierge Marie s'était présenté devant l'autel de la Vierge et s'était mis à jongler pour la remercier. Il était en admiration, oui, devant Saint François, c'est vrai, devant l'homme qui parlait aux poissons, qui parlait aux oiseaux, qui a écrit, si je ne me trompe, loué sois-tu mon Dieu pour notre sœur l'eau, pour notre frère le vent. Mais il rejoint ce que je disais, Saint François, ou je rejoins ce qu'il a dit, c'est-à-dire la divinité de la vie, il n'y a pas de doute. Et la divinité de la vie, c'est quelque chose de
considérable, parce que cette divinité de la vie, c'est pas simplement cette capacité qu'a la vie à se renouveler de saison en saison, mais c'est également qu'elle est extraordinairement mystérieuse. Et c'est encore une fois ce mystère des choses qui de temps en temps nous envoie des signes, les signes que nous donne la vie. Lorsque je rencontre Françoise Verny à Belle-Île-en-Mer et qu'elle devient mon éditeur, c'est un signe que m'envoie la vie. Et ce signe, pour moi, n'est pas un signe tout à fait naturel. C'est un signe à la fois naturel et surnaturel. Et ce mélange du naturel et de surnaturel peut évidemment me faire envisager l'existence de Dieu. Vous en avez eu beaucoup des signes comme ça ? J'en ai eu toute ma vie. Je suis un rescapé des signes, des bons signes. Enfin, pas un rescapé des bons signes, ou plutôt j'ai toujours été sauvé par les bons signes à des moments où je ne m'y attendais absolument pas. Moi, j'ai vécu ma vie au risque de me perdre, mais parce que j'adorais la vie. Et je pense que Dieu, comme disait ma mère, il lui sera beaucoup pardonné parce qu'il aura beaucoup aimé. Je pense que Dieu est satisfait de la manière dont j'ai vécu ma vie, parce que j'ai vécu la vie à 200 à l'heure, j'ai vécu la vie à tombeau ouvert. Et finalement, à chaque fois que le tombeau était ouvert, un signe est venu pour me renvoyer vers la vie d'une manière supplémentaire. Et ça, je dois dire que je le ressens encore aujourd'hui et que j'en sais gré à je ne sais quel ange gardien qui est peut-être tout simplement ma mère disparue en 70. On parlait des saints patrons, le préféré de votre père. Vous-même, un saint patron que vous vénérez particulièrement ? Alors, moi, c'est Saint-Jean, mais je ne peux pas. Saint-Jean, oui. Moi, j'ai une tendresse, non pas pour Saint-Jean-Baptiste. Jean-Yann, c'est votre vrai prénom, effectivement, Jean. Tout à fait, Jean-Yann, oui, Jean-Yann, absolument. Mais Saint-Jean, j'aimais beaucoup le petit curé d'Ars, Saint-Jean-Marie Vianney, sur lequel mon père a écrit un livre, un récit absolument admirable, comme ça, ce petit curé de campagne qui ne cessait comme ça de rassurer les autres et de donner la foi à ceux qui ne l'avaient pas. Cet homme extrêmement simple, mais qui était un homme avant d'être un saint. Donc lui, je l'aime beaucoup. Peut-être est-ce lui mon protecteur. Je n'en sais rien. Sinon, non, les anges gardiens, je ne me sens pas sous la protection particulière d'un ange gardien, mais je vous ai cité ma mère tout à l'heure, et ça n'est pas du tout un hasard, parce que vraiment, je me sens protégé quelquefois. Je me suis senti protégé, et je ne peux pas croire qu'elle n'y soit pas pour quelque chose. Yvonne. Merci. Donc Saint-Yves. Saint-Yves, patron de la Bretagne. Tout à fait. Eh oui. Je reviens auprès de vous pour conclure l'émission. Yann Kefelec, à tout de suite. Yann, je suis de nouveau en face de vous. Alors, comment avez-vous vécu cette expérience ? Tout seul face à quelques mots ? C'est très douloureux parce qu'on en vient... On a l'impression de s'y connaître dans des mots qui vous dépassent complètement et dont le mystère justement fait que vous feriez mieux de vous taire plutôt que d'essayer de les expliciter, vous voyez, en bafouillant comme je suis en train de le faire en ce moment. Mais en même temps, c'est bien comme ça de tenter de se confronter à la description de ces choses qui vous hantent et qui donnent du sens à votre vie et à votre œuvre éventuellement. Parmi ces 4 mots, lequel vous a le plus touché ? Mère, Waterman, où c'était le stylo, piano et la foi. Pour moi, c'est le mot amour qui n'apparaît pas dans les 4 mots que vous venez de citer, mais qui englobe comme ça ces 4 mots, c'est-à-dire cette espèce de besoin irrépressible que vous avez d'aller comme ça vers les choses qui vous ressemblent et qui vous attirent et qui vous appellent. La mer m'appelle, la foi évidemment m'appelle et quelquefois me repousse. Le stylo, oui, bien sûr, le piano, l'écriture, tout cela, et avec exactement, le même appétit lorsque j'ai commencé. Je me sens toujours la même juvénilité, j'ose à peine le dire, devant ce que j'aime. On parle de foi. Est-ce qu'il reste des rituels de foi chez vous ? Vous allez encore à la messe bien sûr. Régulièrement. Déjà, je ne peux pas m'empêcher de... Oui, je ne peux pas... J'aime bien le poème de Victor Hugo qui commence par « Il est midi, je vois l'église ouverte, il faut entrer ». Lorsque je vois une église ouverte, je sais qu'il faut entrer et j'entre. Et chaque fois que j'entre, évidemment, je suis étreint par quelque chose que je suis incapable d'analyser. Je ne sais pas si c'est de l'ordre de la foi, si c'est de l'ordre de la nostalgie, si c'est de l'ordre comme ça d'un sentiment qui m'unit à ma famille, qui n'est plus à mes parents, qui
ne sont plus là, mais il n'y a pas de doute, hein, et je suis en bon terme avec moi-même. À ce moment-là, je ne peux pas m'empêcher de dire ma prière lorsque les choses ne vont pas très bien, vous voyez. J'ai besoin, comme ça, par quelques mots, de dire à celui qui est peut-être là que je suis là aussi et que j'ai besoin de lui. Mais ce n'est pas pour autant évidemment qu'il... Mais en même temps, encore une fois, je parlais des signes tout à l'heure, j'ai observé que ce n'était pas en vain que l'on disait une prière. Et vous avez souvent été entendu. Écoutez, c'est invraisemblable que j'ai eu le prix Goncourt. C'est invraisemblable que j'ai rencontré Françoise Verny à Belle-Île-en-Mer, à un moment où je pars faire le tour du monde, avec un milliardaire qui a l'intention de ne jamais me payer ce qu'il me doit. Donc je change de destin comme ça d'une seconde à l'autre parce qu'il pleut, parce qu'on est en Bretagne, parce qu'une femme comme ça qui a un peu picolé me dit « Toi chérie, tu as une gueule d'écrivain ». Ça n'est pas normal tout cela. Donc ma vie a été jalonnée comme ça de signes paranormaux qui m'ont fait devenir quelqu'un de relativement normal, mais j'ai pas envie d'être totalement normal non plus. Je suis un peu paranormal moi aussi. Alors justement, est-ce qu'il y a un livre paranormal à suivre bientôt? Est-ce que vous avez d'autres projets après Suite armoricaine? Après Suite armoricaine, je vais rendre un roman aux éditions Calman Lévy qui est un peu, non pas la suite de D'où vient l'amour, un roman qui, lui, est sorti à la rentrée, mais quand même où j'essaye effectivement, à travers des personnages qui sont des personnages que j'espère puissants comme ça et traversés par les drames de la vie, à la fois de la solitude, de l'amour, de l'humour également, qui sont visités par des signes, comme je peux l'être, comme il est normal que la vie le soit. On revient dans la fiction. On revient dans la fiction, mais la fiction est chargée d'une vérité supérieure quelquefois à la vérité lorsqu'elle s'exprime sous le nom de la vérité. Absolument. En tout cas, en attendant, je vous conseille de lire Suite armoricaine, signé de Yann et d'Henri Queffélec, votre père, aux éditions du Cherche-Midi. Je vous remercie beaucoup, Yann Queffélec. Merci beaucoup. Merci à vous derrière vos écrans. Comme d'habitude, vous pouvez voir le replay, la rediffusion de cette émission sur Internet, sur ktotv.com. À la semaine prochaine, bon week-end.